aujourd'hui, deuxième partie de la visite des synagogues de Bombay. Nous continuons notre voyage à Bombay et après avoir quitté les synagogues des Bnei Israël, nous allons maintenant regarder ce qu'il se passe du côté des Irakiens et de leur synagogue, une de leurs synagogues, Magen David. Alors, pour comprendre un petit peu l'histoire de cette synagogue Magen David, il faut reparler de l'arrivée des Juifs irakiens à Bombay et du plus célèbre d'entre eux, David Sasson. Qu'est-ce qu'il se passe? À partir de la fin du XVIIIe siècle, arrivent des Juifs irakiens qui sont venus de Bagdad et qui viennent là à cause de l'importance qu'est en train de prendre le commerce à Bombay et tout particulièrement le commerce du coton et de ce qui va faire la richesse de la Compagnie des Indes, aussi le commerce de l'opium, enfin tout un tas de choses qui vont amener une certaine opulence. Donc ils vont venir d'Irak pour former une petite communauté. Au début du 19e siècle, arrive celui qui va changer en fait la face du Bombay juif et qui va plus loin changer un petit peu toute une vision du judaïsme irakien puisque il va donner naissance à des descendants qui deviendront des nobles britanniques. Donc arrive en 1833 un marchand qui va faire fortune, qui est déjà assez riche mais qui va surtout faire fortune, qui s'appelle David Sassoon. Et ce David Sassoon va avoir une importance toute particulière pour la communauté juive de Bombay, qu'il va couvrir de différents monuments et de différentes institutions charitables et autres, des hôpitaux, et qui ne seront pas réservés aux juifs, mais qui vont servir toute la population, des écoles, des synagogues, et la synagogue donc qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle la synagogue Magen David, probablement du nom de son fondateur David Sassoon, et qui va être, elle, construite en 1861. Mais pour bien comprendre ce qu'est cette synagogue et ce que vont être ces Irakiens, entre guillemets, ces Bagdadis, comme on dit, à Bombay, il faut un petit peu remonter dans le temps et voir qui est David Sassoon, de quelle famille il vient. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce David Sassoon vient d'une famille de ce qui a toujours été les notables, ce qui sont été des notables à Bagdad, et non seulement des notables, mais vraiment des gens excessivement riches qui étaient proches du pouvoir et qui étaient souvent les représentants des Juifs auprès du pouvoir local à Bagdad. On a l'habitude de dire que ses ancêtres, pendant des siècles, lorsqu'ils devaient aller voir le pacha pour une affaire concernant la communauté juive, arrivaient habillés de tissus brodés d'or et que quand ils passaient dans les rues du bazar, les gens penchaient la tête quasiment jusqu'à terre pour saluer les ancêtres Sassoon dans leur montée jusqu'au palais. Et jusqu'au palais, là où ils étaient reçus et où ils étaient considérés comme, dirons-nous, les responsables de la communauté de Bagdad. Bagdad était un grand centre culturel, était un grand centre de commerce. C'était vraiment une plaque tournante au Moyen-Orient et les Juifs là-bas avaient plutôt une vie que l'on peut qualifier, si tant est qu'on peut qualifier comme ça, jamais la vie des Juifs, relativement paisible. À un certain moment, comme cela se passe dans ces pays, il y a eu une révolution de palais, un calife en a remplacé un autre et le nouveau est devenu très hostile aux Juifs, pas tellement peut-être par idéologie que par idée qu'il allait pouvoir leur extorquer des fonds énormes, des fonds qui allaient lui permettre de s'enrichir. Alors, il a commencé à ennuyer les Juifs et tout particulièrement la famille Sassoon parce que cette famille Sassoon possédait des magasins remplis de trésors et il s'est dit le meilleur moyen pour les faire payer, c'est effectivement de s'attaquer d'abord aux Juifs les plus riches. Alors, il était très malhonnête, c'était un pacha très malhonnête et contrairement à l'avis de son père, le jeune David Sassoon, qui était déjà vers l'âge de 30 ans,
a décidé d'écrire au pacha qui était loin pour lui dire que le shir local faisait n'importe quoi, volait les gens, était vraiment quelqu'un de peu recommandable. Et son père lui avait dit de ne pas le faire, mais il a quand même décidé de le faire. Or, le shir avait un espion à la cour du pacha lointain qui lui a dit voilà, le David Sassoon est allé dire des choses épouvantables sur toi, et il l'a mis en prison. Il l'a attaqué, il l'a pris, il l'a attrapé, il l'a mis en prison. Bien entendu, il a demandé une rançon énorme pour le laisser passer, en le laisser ressortir, rançon qui a été payée par son père. Et les Sassoon se sont bien vite rendu compte qu'une fois la rançon payée, les choses n'en resteraient pas là. Que le shir avait trouvé une bonne manière de s'enrichir et qu'il n'allait pas laisser tomber les choses si facilement. Et incognito, un beau jour, David Sassoon est parti sur une petite barque et seul le capitaine était au courant de la réelle identité, parce qu'on voulait pas dire qui il était. On avait peur que les marins, apprenant qu'il appartenait à une famille si riche, essayent de lui estorquer d'autres fonds. Donc, incognito, un peu enveloppé dans un turban, David Sassoon est parti tout seul, en laissant derrière lui sa femme et ses enfants, et il est parti donc tout seul se réfugier dans une première ville qui s'appelait Bouchir, je ne sais pas comment exactement on prononce la chose, et il est allé donc se réfugier là-bas qui était une petite ville, pas formidable, qui était un petit centre commercial, mais pas un grand, et donc il s'est mis là-bas, il a commencé à faire du commerce, puisque c'était la tradition des Sassoon, mais on peut pas dire que là-bas il a commencé à faire une grande fortune. En fait, s'est fait des relations, il était comme ça bien avec tout le monde, il était bien avec les tribus arabes, il est très bien, surtout bien avec les Afghans, parce qu'il faut dire bien qu'il était un jour naturalisé anglais et qu'il a fait par la suite des fêtes pour la reine Victoria, il n'a en fait jamais vraiment appris à parler l'anglais. Par contre, il parlait le persan, l'afghan. Et donc, les gens qui venaient dans les caravanes avaient confiance en lui. Et là-bas, il a ouvert un petit commerce. Un petit commerce qui s'est développé. Mais David Sassoon n'était pas satisfait de cet endroit parce qu'il voyait bien que, dirons-nous, un avenir commercial important ne l'attendait pas. Aussi, il a commencé à penser à sa femme, à ses enfants qui étaient restés à Bagdad, et il n'était pas très content de ce qui allait arriver. Et il a commencé à penser qu'il fallait déménager là où il y aurait une communauté structurée, là où il pourrait donner une meilleure éducation à ses enfants, là aussi où il pourrait développer tous ses talents commerciaux. Et bien entendu, dans son esprit, s'est imposée une direction, celle de Bombay. Oh,
Alors donc David Sassoon décide de partir. En attendant, il a fait venir sa femme, plus ses enfants, des enfants qu'il avait eus d'un premier mariage, et même son père âgé, qui a fait le voyage de Bagdad. Son père meurt avant d'arriver à Bombay. On célèbre la bar mitzvah du fils dans cette petite ville dans laquelle il se trouve. Et puis sa nouvelle femme lui annonce qu'elle va avoir son premier bébé. Elle en aura de nombreux par la suite, je crois 8. Et il décide que ça c'est un bon signe et il traverse l'océan et il va s'installer donc à Bombay. À Bombay, il trouve déjà une petite communauté, une communauté d'Irakiens qui ont commencé à faire du commerce et qui sont relativement riches. Mais lui va en quelques années bâtir ce qu'on peut appeler un empire commercial. Il a des règles d'or. D'abord, il est d'une scrupuleuse honnêteté. C'est quelqu'un de très religieux qui a toujours voulu garder ses habitudes irakiennes. Il n'a jamais voulu s'habiller à l'occidental. Il avait d'ailleurs défendu à ses fils de faire la même chose, pensant que le début d'habit à l'occidental était un début d'assimilation. Il se levait tous les jours, faisait très régulièrement sa prière, était vraiment observait le Shabbat d'une manière scrupuleuse. En fait, était ce qu'on appelait un juif dans toute sa splendeur. Néanmoins, et grâce à ça, il était arrivé à gagner l'estime non seulement des Anglais, mais de beaucoup de tribus, de gens qui venaient apporter des marchandises à Bombay, parce que cette réputation d'honnêteté lui permettait de prêter de l'argent, lui permettait qu'on laisse en dépôt des choses. Il avait donc eu des idées, il rachetait des marchandises qu'il revendait. Enfin, très vite, il a bâti un empire commercial qui était basé sur plusieurs choses, sur le textile. Faut pas oublier que, en même temps, en Angleterre, on est au moment de ce qu'on a appelé la révolution industrielle et que on commence à importer de la cotonnade des Indes. Avant, le coton venait plutôt d'Alabama, des États-Unis. Et il y avait des mauvaises récoltes en Alabama, et le coton des Indes commence à prendre une importance. Donc David Sassoon s'occupe de ce commerce des Indes, de ce commerce du coton, et il s'intéresse aussi, et ça c'est une de ses idées géniales, il ne s'arrête pas à Bombay, lui-même restera toujours comme citoyen de Bombay, mais il commence à s'occuper de ce qui se passe en Chine, en Chine et en Extrême-Orient, et il va ouvrir des comptoirs, des succursales de la compagnie Sassoon, non seulement en Chine, mais aussi à Hong Kong, et là, il fait entre autres le commerce de quelque chose qui à l'époque est tout à fait légal, c'est-à-dire le commerce de l'opium, commerce qui lui permet de s'enrichir. Suite à la guerre de l'opium, puisqu'il est du côté des Anglais, il prend encore plus pied en Chine, il obtient encore plus de concessions et peu à peu, l'empire Sassoon va tellement grandir que il va devenir une des grandes fortunes en général de l'histoire juive. Une fortune qui est sûrement comparable dans son volume à celle des Rothschild, et avec lesquels d'ailleurs sa famille aura plus tard des alliances matrimoniales, et donc cela va tout révolutionner la vie de Bombay, parce que qu'est-ce qu'il se passe? Non seulement la famille Sassoon s'enrichit, ce qui est une bonne chose pour elle, mais gardant les vieilles traditions juives, cet enrichissement ne profite pas uniquement à la famille Sassoon. Que fait-il? Il construit donc, comme j'ai dit, des synagogues, dont celle dont on va parler, dont on parle encore, qui est Magen David, qui est une grande synagogue. Il construit des hospices, il construit des écoles, et la communauté d'Irakiens grandit. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que David Sassoon augmente son volume d'affaires, étend ses possessions, il fait venir peu à peu d'Irak des gens pour travailler dans ces entreprises. C'est-à-dire qu'il ne veut pas de main-d'œuvre locale, il ne prend personne sur place, à part des juifs. Il fait donc venir peu à peu des juifs d'Irak, ces juifs d'Irak qui sont en quelque sorte l'infrastructure de la communauté baghdadi.
David Sassoon s'enrichit et enrichit donc le judaïsme de Bombay. Alors, on peut peut-être un tout petit peu détailler, à part cette synagogue Magen David, ce qu'il donne. On pense que, en gros, il a dépensé plus de 100 000 livres sterling de l'époque juste pour faire le bien public. Alors, non seulement cette synagogue en 1861, mais il a aussi ouvert, ce qui est quelque chose peut-être d'intéressant, un endroit pour la réhabilitation des délinquants juvéniles juifs dans la ville. Et puis, il a aussi fait un grand hôpital avec un endroit spécial pour les lépreux qui n'étaient généralement d'ailleurs pas des juifs, mais des hindous, pour faire le bien public. Et on sait que se succédaient chez lui des dizaines et des dizaines de gens qui venaient chercher de l'argent, de la tzedaka, de la charité pour des institutions, et qu'ils étaient toujours bien accueillis. Ce qu'il faut voir, c'est que donc, ce David Sassoon qui va être le symbole même de la réussite et de la réussite à l'intérieur du royaume britannique, continue, lui, tant qu'il est vivant, à vivre selon ses coutumes, se levant tôt le matin, étudiant tous les matins la Gemara, c'est-à-dire le Talmud, et ensuite recevant les gens, donnant des dots aux pauvres jeunes filles, envoyant des livres de prière à des communautés démunies, ouvrant des nouvelles écoles là où il en avait besoin, des visiteurs vraiment d'une manière incessante, et ce n'est qu'après avoir fait tout cela qu'il s'occupait de ses affaires. Alors il devient quelqu'un de tellement important qu'on décide de lui accorder la citoyenneté britannique. Cette citoyenneté britannique, il la reçoit en 1853, mais il n'a toujours pas appris à parler l'anglais malgré le business, si j'ose dire, qui se développe de plus en plus. Et c'est en hébreu, la langue qu'il parle vraiment avec sa langue, l'arabe de Bagdad, c'est en hébreu qu'il va donc prêter serment à la couronne. Il va prêter serment à la couronne et il va devenir, et il a toujours été, un vrai bon citoyen britannique. On raconte par exemple qu'il a envoyé il envoie à la reine, et qui va ensuite le mettre au Albert et Victoria Museum où on peut encore le voir, une pendule tout à fait spéciale qu'il offre comme don à la reine. On sait aussi par exemple que le jour où la Compagnie des Indes a cédé ses parts, son argent à la couronne, il fait quelque chose, il fait une réception sans pareil dans sa maison, et il invite une cinquantaine de personnes, il fait jouer le God Save the Queen par tout le monde. Enfin, il est un vrai citoyen britannique, vrai citoyen, il le prouve d'ailleurs dans certains moments, des moments où les Anglais mènent des guerres et où l'issue n'est pas certaine, il propose même de s'engager lui-même dans l'armée britannique. Il est bien entendu pas pris, il est trop vieux et il ne servira à rien, mais il va quand même se présenter, et il entretient avec ces Britanniques qui sont dans la ville de Bombay des excellents rapports. Toute cette vie d'extension commerciale va continuer, il va se développer, et il va placer à travers les comptoirs, puis en Angleterre, une partie de tous ses fils, qu'il était très très nombreux, puisqu'il a eu 4 enfants d'un premier mariage et 8 enfants d'un deuxième mariage, donc il avait 12 enfants, il avait d'ailleurs je crois que 2 filles et 10 fils, il avait énormément de fils, et tous ces fils vont se placer dans l'Empire Sassoon, particulièrement parce que leur père a comme règle d'or pour leur éducation de les faire voyager à travers ces comptoirs dans l'océan Indien et aussi plus tard en Angleterre, c'est-à-dire dans ces représentations anglaises, c'est-à-dire que ces fils vont apprendre, dirons-nous, directement sur le tas le business, ils les envoient, les femmes généralement, parce qu'ils partent souvent dans des comptoirs qui ne sont pas encore très développés, les femmes restent à Bombay dans les demeures que les Sassoon se sont construits dans la ville, et puis les autres
partent et les garçons se forment sur le tas et par la suite vont ouvrir leur propre compagnie ou vont développer les compagnies paternelles à tel point que son fils aîné, qui lui va partir en Angleterre, il ne va pas être le seul, mais certains vont partir en Angleterre, va devenir quelques années plus tard, après la mort de son père, baronnet, puisqu'il va être anobli par la reine en raison des services commerciaux rendus à la couronne. Mais ça, cet exode, si j'ose dire, vers l'Angleterre et cette occidentalisation ne se passera qu'après la mort de David Sassoon, qui lui, jusqu'au bout, tient la famille relativement soudée et règne sur elle comme un patriarche régnait dans les familles orientales et personne finalement ne va directement contre sa volonté. Alors, il va mourir donc âgé, très âgé d'ailleurs, il aura, je n'ai pas vraiment calculé, mais enfin, il meurt en 1864, enfin il n'est pas très très âgé, il a à peu près 70-71 ans, il va mourir de sa belle mort et il va se faire enterrer il va se faire enterrer dans la cour d'une synagogue, dont je n'ai pas parlé parce que ce n'étaient pas les deux qui nous intéressaient aujourd'hui, dans une synagogue qui se trouve à Poona, et on va même lui ériger une statue, tellement il est quelqu'un d'important dans la ville de Bombay, et suite donc à son passage, son arrivée à Bombay et de la famille Sassoon, donc la communauté des Irakiens va grandir et va prospérer, jusqu'à, dirons-nous, la Deuxième Guerre, où peu à peu les Irakiens vont repartir et il ne reste plus à Bombay maintenant en grande majorité que des Béné Israël, qui eux, par exemple, ont, entre guillemets, colonisé cette synagogue que David Sassoon avait construite pour sa propre communauté, et la synagogue Magen David est devenue en général un lieu de culte pour les Béné Israël.